Bonjour, aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter la preuve express du théorème de Descartes, le théorème de Descartes sur les cercles, et c'est une preuve magnifique de Alden Bradford en 2022, donc vraiment c'est extrêmement récent, qui utilise juste un déterminant, qu'on a vu récemment, le déterminant de Cayley, et Cayley-Menger, et bon, vous allez voir, l'idée est magnifique. Il y a un petit peu de calcul de déterminant, un petit peu de calcul de déterminant qui se fait plus facilement avec les formes quadratiques, je trouve. Et regardez ce qui se passe. D'abord, théorème de Descartes circulaire. Vous prenez trois cercles qui sont 2 à 2 tangents. Eh bien, vous allez avoir deux cercles, donc là c'est les trois cercles bleus, ils sont de rayon R1, R2, R3, et ils sont 2 à 2 tangents. Vous allez avoir deux cercles, là ici un rouge et l'autre rouge aussi, qui vont être tangents aux trois, de sorte à ce que quand on prend les quatre cercles ici, le rouge et les trois bleus, ils sont 2 à 2 tangents. Et quand on prend ce rouge-là et les trois bleus, sont 2 à 2 tangents. Les deux cercles rouges n'étant pas tangents. Alors, qu'est-ce que ça nous donne la formule de Descartes? Eh bien, c'est une formule qui nous donne les rayons des deux cercles rouges. Et en fait, c'est une équation du second degré, c'est pour ça qu'il y a deux solutions. Alors, regardez, si j'appelle RI les rayons des cercles I, et si j'appelle XI la courbure, c'est-à-dire l'inverse du rayon, d'accord, c'est la courbure, plus le rayon est grand, plus la courbure est petite, donc ça c'est assez logique. Et donc je vais appeler pareil X égale 1 sur R pour les cercles rouges. Eh bien ici je vais avoir X plus X1 plus X2 plus X3 carré, moins 2 X carré plus X1 carré plus X2 carré plus X3 carré, donc quantité que je vais appeler delta dans la suite, et bien delta est égal à 0. Donc si vous voulez, cette formule de Descartes nous permet d'obtenir, donc vous voyez bien que c'est bien une équation du second degré, il y a du moins x2 là-dedans, et bien ça nous permet d'obtenir une vraie équation qui va nous donner deux cercles, par leur courbure, au moins par leur courbure, après on peut les placer. Entre parenthèses, le fait que ce soit une équation du second degré fait que c'est constructible à la règle au compas, cette courbure, d'accord? Voilà, donc ce rayon si vous préférez. Donc la preuve originale de Descartes, vous imaginez qu'elle est extrêmement géométrique, extrêmement complexe. On aurait pu trouver la preuve de Bradford à l'époque de Cayley, mais il n'y avait pas eu l'idée. Et l'idée, elle est magnifique. Alors il y a une idée magnifique illuminante, et ensuite un peu de calcul, mais le calcul n'est pas si vilain que ça. Regardez, l'idée c'est la suivante. C'est, on va prendre le cercle central ici, d'accord, et on va tirer des arêtes ici du cercle central vers les autres centres. Eh bien, j'ai construit ici, je vous convainc que j'ai construit ici un tétraèdre, d'accord. Vous voyez les 6 arêtes, 1, 2, 3, 1, 2, 3 du tétraèdre et les 4 sommets du tétraèdre, mais il se trouve que ce tétraèdre, il est plat. Les longueurs des arêtes, elles sont faciles à calculer pour ce tétraèdre parce que c'est RI plus RJ, d'accord, ici. Voilà. Donc ici, par exemple, je peux appeler pour X, je vais l'appeler artificiellement X4, c'est-à-dire pour R, ici je l'appelle R4, d'accord. Et les sommets du tétraèdre, qui sont aussi les centres des cercles, je vais les appeler A1, A2, A3, et au milieu A4. Bien. Eh bien, regardez, le volume du tétraèdre, d'une part, évidemment, il est nul, puisque c'est le tétraèdre plat, d'accord? Donc il est nul. Très bien. Mais, en fait, ce volume est donné par la formule de Cayley-Menger que je vous ai montré en vidéo très récemment. Bon, c'est une formule de Héron généralisée, d'accord? C'est juste une formule de Héron généralisée grâce à un déterminant, à la Cayley. Vous avez cette formule de Héron, vous vous rappelez, c'est pour le triangle, ça nous donne la surface du triangle en fonction de la longueur des arêtes, et ben on a aussi le volume d'un tétraèdre en fonction de la taille des arêtes du tétraèdre.
Bien. Et là, la taille du tétraèdre, ce qu'il y a de bien, c'est que ça s'exprime en fonction des rayons. Bien. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Kelly-Menger, qu'on a vu sur cette chaîne? C'est que 288V2, c'est ce déterminant-là. Regardez, vous avez 0 là, vous avez une armature de 1 en haut, une armature de 1 à gauche, et la distance de AI à J au carré. Je vous rappelle que A4, hein, c'est le point au milieu, j'ai pas voulu le mettre, ça aurait été illisible. Donc, ici, d'accord, ça c'est le déterminant de D, et ça c'est donné par le volume au carré fois 288. Donc c'est cette formule de Héron généralisée, hein, la formule de Héron, elle disait qu'on pouvait avoir l'aire d'un triangle en fonction de la taille des arêtes du triangle, et là, on a le volume d'un tétraèdre en fonction de la taille des arêtes, d'accord? Mais là, c'est tout plat, hein, et les arêtes, elles sont faciles à calculer en fonction des RI. C'est juste les RI plus RJ, d'accord? La taille des arêtes, pour aller de AI à AJ. Et j'affirme qu'il suffit de montrer que le déterminant de D, c'est une constante non nulle fois delta. Voilà, ce delta-là. D'accord, hein, je vous rappelle que les X, c'est les inverses des R. Voilà. Et que ça s'exprime en fonction des R. Donc, c'est réalisable, hein, vous voyez. Alors, pourquoi il suffit de montrer ça? Parce que si je montre ceci, alors, puisque le volume du tétraèdre plat est nul, ça voudra dire que det de D est nul, et donc, K delta sera nul, comme K est différent de 0, ça veut dire que delta sera nul, et donc on aura notre formule de Descartes. Donc voilà ce qu'il suffit de montrer. Alors on y va. Soit D, donc cette matrice-là, donc on a dit que la distance de AI à AJ, c'était RI plus RJ, donc on met ça au carré. La distance de AI à AI, c'est des zéros, alors donc il n'y a que des zéros ici, et là il y a des 1. Bien. Maintenant, je vais faire un changement de variable pour calculer ce déterminant-là. Je vais faire un changement de variable en considérant D comme une matrice symétrique, d'accord, et donc la matrice d'une forme bilinéaire symétrique, d'accord. Donc ce changement de variable, il va être donné par cette matrice P, qui a un déterminant évidemment non nul, parce qu'elle est triangulaire, et vous voyez bien que tout ça c'est non nul. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a finalement? On peut voir les colonnes de P, donc c'est la nouvelle base, hein, donc le changement de base, comme F0, F1 jusqu'à Fn. Alors, quand je dis Fn, oui, je devrais dire, ici j'ai R4, 4, et là 4. Bien. Bon, n égale 4. Parce que c'est le tétraèdre. Alors, je prends F0, F0, vous regardez verticalement, c'est juste la base canonique E0. Hein, donc je suis sur Rn plus 1, d'accord? Donc je suis sur R5, muni de la base canonique E0, E1, E2, E3, E4, E5. Donc F0, c'est E0. Fi, vous regardez verticalement, c'est moins Ri E0, plus 1 sur Ri Ei. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, il n'y a que deux composantes non nulles. Alors maintenant, je vais appeler phi la forme bilinéaire symétrique associée à D. J'ai phi de F0, F0, c'est phi de E0, E0. D'accord? Donc je regarde, là ça fait 0. Phi de F0, Fi, alors évidemment, I est différent de 0 ici. Eh bien, puisque Fi c'est moins Ri, E0, plus 1 sur Ri, Ei, quand vous allez multiplier ça par ça, E0, E0, ça fait 0. E0, Ei, d'après la matrice, ça fait 1. Donc ça fait juste 1 sur Ri. D'accord? Voilà. Phi de Fi, Fi, ça c'est facile à calculer. Vous multipliez Fi par Fi, E0, E0, ça fait 0. Ei, Ei, eh bien ça fait 0 aussi, d'accord, parce que cette diagonale est nulle. Donc il reste que deux termes diagonaux, E0, Ei et Ei, E0. Mais ils sont égaux parce que c'est symétrique et ça fait 1. Donc là, ça va faire moins Ri fois 1 sur Ri, ça fait moins 1, moins 1, moins 1 par la symétrie, là, ça fait moins 2. Maintenant, quand je vais faire phi de Fi, Fj, eh bien, là c'est plus compliqué.
E0, E0, ça fait 0, déjà, mais EI, EJ, ça fait RI plus RJ au carré. Donc il va y avoir le terme moins RI sur RJ qui vient de E0, EJ. Ici, il va y avoir le terme moins RJ sur RI qui vient de EI, E0. D'accord ? Quand je vais faire FI, FJ, je vais développer. Et maintenant, nouveau par rapport à ça, il va y avoir le terme EI, EJ qui lui est non nul cette fois-ci, parce que I est différent de J, et ça va nous faire 1 sur RI fois 1 sur RJ fois RI plus RJ au carré. Et là, quand vous développez ça, vous tombez sur plus 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré une formule matricielle qu'on va écrire tout de suite. Alors, regardez ce qu'on a montré. On a D, donc cette matrice dont on veut montrer que son déterminant, c'est une constante non nulle fois delta. On a P, la matrice de passage. Ce que je viens d'obtenir, c'est la forme bilinéaire donnée par D, mais dans la nouvelle base FI, donnée par la matrice de passage. Donc ça veut dire quoi ? F0, F0, c'est 0, donc je mets un 0 ici. F0, FI, c'est 1 sur RI, d'accord ? Mais 1 sur RI, c'est XI, donc je mets une ligne de XI, et comme c'est symétrique, hein, c'est une forme bilinéaire symétrique, j'ai les XI ici. FI, ça fait moins 2, donc j'ai une diagonale de moins 2, et FI, FJ, ça fait 2, donc j'ai les 2 sur cette matrice-là, à l'extérieur de la diagonale. Bien. Et ce que j'ai, puisque c'est la matrice finalement de ma forme bilinéaire dans la nouvelle base, et donc ce que je viens d'obtenir, c'est que A, c'est P transposé DP. C'est juste le changement de base dans les matrices pour les formes quadratiques. Bien, on aurait pu faire ça avec le calcul, mais je préfère largement le faire avec des formes bilinéaires. Mais si vous préférez le calcul, faites le calcul, mais c'est quand même beaucoup plus lourd. Alors cette matrice, je vais la mettre sous une forme bloc. 0 ici, X ici, X transposé ici, et S. X, c'est simplement la colonne des XI, et S, vous reconnaissez ce type de matrice, et c'est pratique de le mettre sous la forme 2J moins 4I4, d'accord ? I4, donc c'est la matrice identité, hein, et J, c'est la matrice avec que des 1. Hein. Elle est connue, on l'a diagonalisée une centaine de fois, celle-ci, dans notre vie. Bien. Et maintenant, je vous rappelle qu'il faut calculer le déterminant de D. Bon, comme le déterminant de P, il est non nul, bien sûr, hein, vous voyez que, bien sûr, c'est une matrice de passage, ici c'est triangulaire avec des non nuls sur la diagonale, il suffit de montrer que le déterminant, maintenant, de A, est une certaine constante, que j'appelle grand K, fois delta, où K est non nul. Bien. Bon, maintenant je me suis ramené quand même à une matrice qui est plus simple, d'autant plus qu'elle a une structure bloc. Donc c'est intéressant maintenant de regarder cette matrice, il va falloir trouver le déterminant de A, où A a une structure bloc. Donc maintenant, plus qu'à calculer le déterminant d'une matrice par bloc. C'est intéressant aussi, hein, ça fait partie des petits calculs de déterminants que je trouve sympa. Allez, on y va, il n'y a plus grand chose à faire là maintenant. Alors allons-y, il faut factoriser A à tout prix, d'accord ? Ça va être du combat de rue, hein, où on utilise tous les moyens qu'on a. Ça va être de la MMA. C'est parti. La première chose, regardez, vous avez 0, x, x transposé, s. Bon, on a presque envie de dire que ça fait ça fois ça, moins ça fois ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Comment on fait pour montrer, c'est d'ailleurs un très bon exercice, comment on fait pour avoir le déterminant d'une matrice qui est donnée comme ça, avec des blocs. Alors on va voir que S est inversible et on verra pourquoi ensuite c'est important. S, c'est ça. D'accord, c'est cette matrice-là. Et vous voyez que S est constitué de vecteurs orthogonaux entre eux. Hein, quand vous faites moins 2 fois 2, 2 fois moins 2. D'accord, donc là ça va vous faire 8, moins 8. Et ensuite, quand vous allez faire le produit scalaire en dessous, vous allez avoir plus 8, donc ça va faire 0. Et vous avez ça partout. Donc les vecteurs sont orthogonaux et ils sont tous
de même norme, hein, la norme au carré, vous voyez que ça fait 16. Ce qui fait que S2, d'accord, comme S est symétrique, c'est S transposé S, et d'après la remarque que je viens de faire, S transposé S, c'est 16 fois l'identité. C'est presque une matrice orthogonale, quoi, à un coefficient près. Ce qui veut dire que S est bien inversible, d'accord, et donc son déterminant, il est non nul. Donc. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, parce que si S est inversible, regardez, je prends ma matrice ici, je peux la multiplier par 1, 0, 0, S-1, de sorte à obtenir ici, d'accord, comme élément, comme bloc diagonal, l'identité. Et donc, cette identité, je vais m'en servir comme un pivot. Donc ici, j'ai plus à gauche qu'à mettre une matrice, une espèce de matrice de transvection, si vous voulez, par bloc. 1, 0, moins x transposé s moins 1, 1. Et là, faites le calcul, d'accord? Bon, c'est finalement de la méthode de Gauss, hein, c'est du pivot de Gauss, mais par bloc. Et vous allez obtenir moins x transposé s moins 1, x, ici x, 0. C'est pour ça qu'on a fait tout ça, pour avoir un 0 là, et l'identité, là bien sûr, hein, 1 fois s moins 1, l'identité. Et ici, vous avez le 0, ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable de calculer le déterminant ici. Alors maintenant, on va prendre le déterminant dans cette égalité. Ici, on a le déterminant de A, d'accord? Voilà. Ici, on a 1. Ok. Bon, bien sûr, le déterminant, ça fait 1. Ici, le déterminant, bah, c'est le déterminant de S inversé. Donc, je le passe de l'autre côté de l'égalité. Ça fait que le déterminant de ça, c'est le déterminant de S, puisque j'ai pris le déterminant de S inversé, je l'ai passé de l'autre côté. Et ici, quel est le déterminant de ça? Ben ça, c'est un nombre, hein. Ça, c'est juste un coefficient, hein. C'est une matrice 1-1, si vous préférez. Donc, vous allez avoir moins x transposé S moins 1 x fois le déterminant de l'identité, donc ça fait 1. Et là, c'est englouti parce que on a une matrice triangulaire par bloc. Donc, voilà, vous avez que le déterminant de A, c'est ça. Maintenant, il suffit de connaître S-1. Mais S-1, on a vu ici, c'est à une constante non nulle près, S. Donc, je peux remplacer, donc ici, bon, bah, tout ce qui est le moins, le déterminant de S qui est non nul, le coefficient qui fait passer de S à S-1, je le calcule pas. J'ai une constante K0 qui est non nulle, et ici, il me reste x transposé SX. Bien. Mais S, regardez, à coefficient près, si j'oublie le 2, c'est J moins 2 identité. Ça veut dire que là, je suis en train de calculer, à une constante non nulle près, x transposé jx moins 2 x transposé identité x. Donc, j'ai effacé l'identité, évidemment. Alors, bah, x transposé x, vous voyez que c'est x1 carré, plus x2 carré, plus x3 carré, plus x4 carré. Eh ouais, d'accord? Donc, on retrouve déjà cette partie de delta. Et J, bah, c'est la matrice de rang 1, d'accord? Donc, vous savez au niveau des formes quadratiques ce que ça va être un carré. Bah oui, vous reconnaissez ici, la formule ici, c'est... voilà, hein, donc comme c'est de rang 1, ça va être le carré d'une forme linéaire. Donc, vous voyez, vous avez le carré d'une forme linéaire ici, c'est pratiquement gagné. Et quand vous regardez bien J en face, bah, vous avez la somme des carrés ici, plus 2 fois le produit des éléments non diagonaux. Voilà. Donc, c'est la somme des xi carrés plus la somme des x de 2 xi xj pour i strictement inférieur à j. Et ça, c'est évidemment la somme des xi, le tout carré. Je vous rappelle que x4, c'est x. Donc, on retrouve exactement delta. D'accord? Donc, ça, à une constante près, d'ailleurs à 2 près, eh bien, c'est delta. Donc, on a bien démontré que le déterminant de D, c'était delta à une constante près. Comme il est nul, eh bien, on a ça. Voilà, c'est une preuve que je trouve absolument magnifique. Cayley n'y a pas pensé, toutes les générations d'après n'ont pas pensé. À cette époque de la fin du 19e, où tout le monde pense
à montrer les anciennes choses par les déterminants, on n'a pas pensé à cette formule de Descartes, mais Alden Bradford y a pensé en 2022. On le remercie, on le félicite pour cette belle idée du tétraèdre plat, et donc du déterminant nul. Alors pour finir, il y a encore quelque chose que j'ai glissé sous le tapis un petit peu. Si par exemple, vous prenez ces deux cercles de courbure 2, d'accord, et celui-ci de courbure 3, eh bien, qu'est-ce que vous allez obtenir quand vous allez mettre ça dans cette équation? Donc x1 égale 2, x2 égale 2, x3 égale 3. Vous allez obtenir comme solution 6 et moins 1. Bizarre, d'accord? Bah oui, 6, ça va être la courbure du petit, et en fait, moins 1, et moins 1, c'est bizarre. En fait, ça veut dire que le rayon de ce cercle serait 1, en fait. Pourquoi on doit prendre la valeur absolue? Bah parce que, en fait, vous voyez que je me suis servi du fait que ce cercle-là était intérieur pour avoir une somme RI plus RJ. Sinon, il y aurait des moins si j'avais le cercle extérieur. Voilà. Donc, il faut multiplier par un moins, parce qu'en fait, le x, le x4, ce serait un moins 1 sur R4. Voilà. Et comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec ça. Moi, je trouve ça magnifique parce que, donc du coup, on peut remplir, on peut paver, si vous voulez, le cercle rouge de tout petits cercles dont on maîtrise complètement les rayons. On peut faire la programmation grâce à cette formule de Descartes qui a été prouvée par Alden Bradford en 2022 de façon magnifique.